My role is really very brief and simple. First, to welcome you to this particular meeting, this designation workshop. And let me recognize all present, including distinguished guests from the Senegalese Police Service and from the military forces, ambassadors who are here, heads of local and international organizations, leaders of civil society, fellow scholars, distinguished ladies and gentlemen. Just concluding. Let me again reiterate the point that I'm very, very glad to be hosting this particular session, and I'm very, very glad that we have a number of people from different sectors of our network that are here, and I'm hoping that we are going to have an excellent and that everything that we talk about is going to be of use to all of you. So let me hand over this session to her, and then we can proceed from there. But perhaps one of the first things that we might want to do is to do a quick session of introduction. Thank you very much. Alors, nous allons commencer par la présentation Femmes et Forces armées au Sénégal du Dr Céliba. Le Dr Céliba est une chercheure. Elle est docteur en sociologie à l'université Cheikh Anta Diop. Elle est associée à plusieurs programmes de recherche. Elle est spécialiste des questions du genre et religion au Sénégal. Elle est auteure de plusieurs articles et publications collectives sur le genre et les thématiques politiques, religieuses, migratoires et sécuritaires. Et sa dernière publication, publiée en janvier 2017, parue en janvier 2017, porte sur la prédication féminine musulmane au Sénégal, que j'aimerais vraiment lire, parce que je pense que c'est vraiment d'actualité, c'est très intéressant. Alors, Dr Céliba, à vous. Cette note politique s'appuie sur une recherche qu'on a démarrée. Cette note politique s'appuie sur une recherche qu'on a démarrée depuis 2015 qui porte sur femmes et forces de défense et de sécurité au Sénégal. Cette grande recherche fait une analyse comparative entre la police, la gendarmerie et l'armée. L'objectif, c'est de cerner les difficultés dans le processus d'intégration de l'élément féminin, parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas une évaluation formelle qui a été faite avant l'incorporation de l'élément féminin et après. Donc on s'est dit qu'on va se lancer et produire quelque chose qui pourrait aider les forces armées à la prise de décision. En fait. Dès l'incorporation de l'élément féminin, on n'a pas en amont travailler sur les consciences, une forte communication autour. Donc il n'y a pas eu une préparation, c'est un choix politique, je reviens là-dessus. Mais dire que le mode d'accès, donc c'est considéré comme une tradition, en tout cas une représentation masculine, le mode d'accès au service militaire s'est construit sur une vision masculine qui met en avant la force musculaire. C'est la force musculaire qui est mise en avant et ce qui explique l'importance des épreuves physiques. Donc les perceptions, c'est la force musculaire qui régit les perceptions autour du recrutement de manière générale. Et en bas, on note un peu, on le justifie avec ce capitaine qui dit quand on dit les forces de défense et de sécurité, cela sous-entend les forces physiques et les femmes ne peuvent pas honorer au pourcentage demandé. Pour nous, il faut éviter de recruter des femmes pour ensuite se demander ce qu'on va en faire. Parce qu'aujourd'hui, elles se marient, elles tombent enceintes. Il y a la sédentarisation qui se pose. Il est extrêmement important et nécessaire de les orienter vers des services où elles pourront être utilisées correctement. Les différences doivent être utilisées au service de la mission. De la même manière que les hommes de petite taille sont préférés pour conduire les chars de combat à une certaine époque, la différence sexuelle doit être utilisée au mieux des aptitudes de chaque sexe. Aller vers une intégration progressive, harmonieuse, continue, réfléchie et bien préparée après une bonne prise en compte de l'élément féminin dans les taxes et dans les instants de décision, c'est extrêmement important. Quand moi je dis à mes éléments, faites par exemple un parcours d'obstacles, je suis censé être plus apte
à exécuter ce parcours d'obstacles, si je leur donne un timing de 3 minutes par exemple pour un parcours d'obstacles, normalement je dois être moi en mesure de le faire en 3 minutes. Naturellement. Il s'est posé que l'arrivée de la femme, avec cette différenciation physiologique, ne lui permettait pas parfois de répondre à ses exigences physiques. Et donc, quand je dis à mes éléments, faites ceci par un temps record, et que personnellement, ils se rendent compte que le chef n'est pas en mesure de répondre à cette exigence, ça peut effriter l'autorité que je devais. Mais le commandement a pris toutes les dispositions pour lui permettre de s'imposer en cas de résistance. Récemment, moi j'ai été affecté dans un service. Et quand je suis arrivé, en faisant le point, je me suis rendu compte qu'il y avait une de mes secrétaires qui n'était pas sur place. J'ai posé la question, on m'a dit qu'elle était en congé de maternité. Malheureusement, elle a perdu son enfant. Donc elle devait passer au congé de veuvage de 6 mois. Je suis resté presque 10 mois sans voir ce secrétaire. Moi personnellement, je ne m'encombre pas du genre. Je gère des personnes à l'aune d'un règlement et je les gère sans état d'âme. Si une fille est plus performante qu'un garçon, elle a le mérite. Si elle ne l'est pas, je n'ai pas d'état d'âme. Nous sommes dans une organisation rigoureuse. On ne pourrait pas, je ne suis pas en tout cas un adepte de la discrimination positive. Je suis un adepte de l'établissement des conditions pour que chacun puisse avoir les meilleures performances. Si les femmes ont des spécificités qui font que les infrastructures doivent être adaptées, nous devons le faire et je pense que toutes les armées le font en ce moment. Les chefs de la logistique des armées, toutes les infrastructures nouvelles actuellement sont adaptées à la présence des femmes. Les nouveaux bateaux comprennent des cabines pour les femmes et là la discrimination positive est énorme. Parce qu'on trouve aujourd'hui des femmes soldats en cabine individuelle alors qu'il y a des officiers qui ne peuvent pas l'avoir. Il ne s'agit même pas de regarder les gens, il s'agit tout simplement de donner les droits. Tous les barèmes de l'armée prennent en compte des éléments intellectuels, des éléments de conduite, des éléments physiques. C'est des grilles, on fait passer tout le monde à travers la grille et on a des résultats à la sortie. Et c'est de l'équité. Quand on donne à chacun ses droits, il ne doit pas y avoir de problème. Quand quelqu'un sort du règlement, on lui applique le règlement et sans état d'âme, et ça ne pose pas de problème. Quelquefois, les tableaux qui sont définis, des fois je me pose la question, est-ce qu'on est au Sénégal? Les femmes officiers qui sont ici quand même, je n'ai jamais eu l'impression qu'elles ont vécu une discrimination en tout cas négative. Je pense plutôt qu'elles ont progressé relativement vite dans le grade. Oui, elles en veulent toujours plus. Mais bon. D'accord. Il y a des bataillons qui nous ont appelés, qui nous ont dit, mais venez nous aider à préparer ces filles. Dites-nous, il y a des officiers qui nous disent, dites-nous comment on peut gérer les filles. Et on y allait. Donc au 12e BAT, on a préparé, on a formé les sous-officiers par rapport à l'événement de ces filles. Et je faisais très attention pour leur dire, attention, si vous faites trop de discrimination positive, vous allez exposer des filles. Parce que quand j'écoutais les filles aussi, ce qu'elles me disaient, elles avaient des objectifs clairs. Elles n'étaient pas venues pour être aussi surprotégées. Ça, elles détestent par-dessus le marché. Donc ça, c'est des choses, je pense qu'il faut nuancer. Personnellement, j'ai un problème avec un terme. C'est le terme féminisation. Je n'aime pas. Parce
féminisation, c'est rendre femme, rendre féminin. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Rendre féminin l'armée? Moi, je pense que on aurait plutôt dit l'intégration des femmes dans les armées plutôt que féminisation. Pour la bonne promotion de l'égalité des genres, j'ai aussi un problème avec cette expression. L'expression est ambiguë. Qu'est-ce que vous entendez par promotion des genres? Est-ce que c'est l'égalité dans le traitement, dans les chances? Si c'est ça, je pense que le problème est réglé. Le règlement de discipline est là. Les critères d'évaluation sont là. Celui qui est compétent passe. Au contraire, il y a une discrimination positive. Parce que je pense que les femmes qui ont intégré l'armée en 2008, il y en a certains qui ont atteint des grades que leurs camarades hommes n'ont pas encore atteint. Si par contre, vous parlez de promotion d'égalité des chances en termes de nombre, la spécificité de certains corps de métier ne permet pas, et c'est regrettable de le dire, mais ça ne permet pas d'avoir une égalité hommes et femmes. Ça, on a beau vouloir le dire, mais c'est la réalité. Vous ne pouvez pas prendre une unité combattante et dire que la moitié est constituée de femmes et la moitié d'hommes. Et si cette moitié de femmes est en état de grossesse, l'unité n'est pas opérationnelle. Mais osons dire les choses en face. Ce n'est pas parce que les gens ne veulent pas, mais n'oublions pas la finalité des armées. La finalité des armées, c'est le combat. Nous, notre finalité, c'est vous défendre. Si nous ne sommes pas en mesure de vous défendre, pour faire plaisir en intégrant les femmes, alors on va le faire. Mais demain, sachez que si on nous attaque, nous ne serons pas en mesure de nous défendre. En Afrique du Sud, celui qui rentre en prison, il y a un temps, il devient une femme. C'est ce qu'on appelle un toit en langage sud-africain. C'est-à-dire un homme qui va être la femme des autres détenus. Le temps en Afrique du Sud, celui qui rentre en prison, il y a un temps, il devient une femme. C'est ce qu'on appelle un toit en langage sud-africain. C'est-à-dire un homme qui va être la femme des autres détenus. Le temps qu'il puisse violenter quelqu'un. Et c'est ce qui devient, en fait, le passe par lequel il va maintenant redevenir un homme en prison et pouvoir avoir du pouvoir. Et tout ça, c'est la question des cellules collectives. On sait qu'on va construire, troisième recommandation, beaucoup de prisons. C'est important, mais il faut aussi améliorer les conditions d'incarcération. Et la construction de ces nouvelles prisons devrait être basée beaucoup plus sur la réduction des cellules collectives et de penser beaucoup plus à des cellules moins peuplées et moins collectives pour éviter la reproduction des violences et autres. On pense que ce qu'on a fait pourrait contribuer à faire de la prison un meilleur espace de continuité avec la société pour que quand ils sortent de prison, ils ne puissent pas se sentir étrangers à la société et à la vie. À partir de 2002, l'État du Sénégal a manifesté une volonté vraiment de travailler par rapport à la résolution de ce problème, de ce fléau qui nous intéresse nous tous. Vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République a pris l'engagement de construire une prison au Sénégal. Et ça est en train d'être fait au niveau de Sénégal. Et ça, c'est une nouveauté. Depuis les indépendants, une prison n'a jamais été construite. Actuellement, les gens sont en santé. Par rapport à la peine alternative, les peines alternatives, actuellement, il est question de faire la réforme du décret 2009-360 qui a intégré les peines alternatives à l'incarcération. Mais dans l'effectivité, ça pose problème. Parce qu'il y a des organes vraiment qui ne sont pas fonctionnels actuellement. Je pense que bon, par rapport à la prise en charge alimentaire également, vous avez suggéré vraiment, comme le font dans d'autres pays, de confier la prise en charge alimentaire des détenus à des privés. Je pense qu'au Sénégal, c'est devenu, en tout cas, le problème de la prise en charge alimentaire est réglé. Ça, monsieur, vraiment, je vous invite à faire davantage de recherches par rapport à cette question qui, j'en suis sûr, est réglée. Maintenant, j'ai taquiné un peu les militaires, vous dire tout simplement que la prise en compte de la spécificité des femmes par rapport au corps de défense et sécurité, franchement, pour l'administration pénitentiaire, nous avons dépassé ce problème. Je vous remercie. Thank you very much for the excellent work that you've done, and thank you
you very much to Professor Faye and Dr. Ba for the work that they put in. You will agree with me that they managed to encourage us to have a dialogue, and that it's a rare dialogue, because rarely do we have a dialogue between people in the security forces and academics and civil society in the way we've had it this morning. So I'm really, really happy that this dialogue has been initiated. I'm also happy that it's a dialogue on the gender dimensions of security, but also the centrality of issues of reintegration of people who get into the prison. Normally, it's always difficult in many countries in Africa to generate a dialogue around security questions. It's actually even more difficult to have that dialogue with people who work within the security sector. It's always said that academics are talking their language on their side and issuing threats and orders and demands, and the military is responding, or the security forces are responding on the other side, without necessarily taking the step to say, can we listen to each other? Can we find ways of thinking together? Can we provide useful recommendations that will help institutions of society to transform over a period of time? I think the difference today, and the difference that I hope we can maintain, is that we can continue to have this dialogue. And it's important to say so, partly because the military and the security sector does not exist out of society. It exists in society. And let's say it, society is changing every day. Precisely because society is changing every day, many of our critical institutions have to find a way of catching up, or actually being several steps ahead of society in terms of their capacity for change. Nous aimerions remercier tout le monde qui ont participé à ce séminaire, mais surtout le programme de la recherche qui ont organisé cet atelier. Abdon ici et aussi Eric qui ont pris tout le temps pour organiser ça, et aussi Mame et Fatou qui sont dehors, et Abda qui est là. Mais aussi le bailleur de fonds qui ont financé cette recherche. Il y a des questions qui ont été abordées, par exemple les alternatives. Et nous espérons que d'autres vont continuer à soulever ces questions dans les recherches du codécien. Nous vous remercions infiniment.